Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathias Desroches, je travaille comme planeur stratégique au sein du Hub Institute. Je travaille pas tout seul, je travaille avec Laura Nomon aussi, qui est au fond de la salle, avec Maëlys Rio, qui nous accompagne tout au long de l'année, et aussi avec Emmanuel Vivier et Vincent Ducret sur toutes les tendances de marché qui concernent les verticales du Hub Institute, que ce soit des verticales marché, des verticales sectorielles. On essaye d'explorer vraiment tous les sujets de la façon la plus analytique possible pour le rendre compréhensible auprès des décideurs, des décideuses. Aujourd'hui, on va se parler de retail média, de commerce média. Et ce qui est important à prendre en considération sur ce sujet, c'est qu'effectivement, c'est un écosystème où il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de mots, ça va très vite, il y a trop de mots même. Moi, je trouve que c'est incompréhensible, sincèrement. La première fois que j'ai exploré le sujet, je me disais... Waouh, dans quoi on va actuellement? Et je pense que vous toutes et tous, vous êtes très alertes sur les mots-clés qu'il y a affichés ici. On va essayer d'en aborder quelques-uns précisément. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des thématiques qui intéressent, des thématiques qui permettent aux entreprises de croître, que ce soit en termes de performance publicitaire, en termes de connaissances clients aussi, en termes aussi de développement de nouveaux formats. Donc forcément, il y a des sujets qui intéressent plus que d'autres. Nous, ceux qui nous intéressent le plus sont ceux qui concernent vraiment comment aujourd'hui on construit un écosystème publicitaire qui est cohérent dans un monde qui est fluctuant, un monde VUCA, un monde changeant. Tous les sujets qui sont en lien avec la publicité contextuelle aussi, donc avec l'optimisation de la data dans le parcours consommateur, dans la manière de pouvoir acheter des produits de manière cohérente, sont des sujets qui sont assez importants aussi. La question d'omnicanalité, c'est pas un sujet qui est très récent, qui date un peu, mais on va le voir par la suite. C'est un sujet qui a fait ses armes et qui continue d'intéresser aujourd'hui. Et autre élément qui est assez important aujourd'hui quand on parle de retail média, c'est aussi bien comprendre la donnée, bien comprendre comment elle fonctionne et comment on peut l'utiliser pour rendre nos campagnes pertinentes. Autre élément, donc ça rejoint un peu ce que je disais au début sur les mots qui sont assez... fluctuants, changeants, qui émergent, qui apportent de la précision, mais aussi un peu de complexité dans l'écosystème du retail média. C'est cette question en fait des nouveaux formats aussi. Il y a des formats émergents avec le retail média. On le verra par la suite. Il y a des formats émergents avec le commerce média aussi. Donc voilà, c'est un écosystème qui est complexe. Il y a des nouveaux canaux, il y a des activations qui se créent. Et du coup, dans ce contexte-là, on peut se dire un peu aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pour bien comprendre ça, je vous propose un petit retour en arrière aussi pour voir un peu les évolutions du retail média et voir ce qu'il en est aujourd'hui. Dans un premier temps, on voit qu'entre 2000 et 2012, il y a quand même une question en lien avec Amazon aussi qui commence à mettre le pied à l'étrier à tout le marché finalement, qui est sur la question de la monétisation des résultats de recherche sur les marketplaces. Par la suite, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs aussi qui comprennent qu'en fait, la donnée, ça va devenir très stratégique pour leur métier, ça va devenir très stratégique pour pouvoir bien cibler leurs consommateurs et leur proposer les bonnes campagnes et finalement convertir l'acte d'achat. Dans un troisième temps, c'est ce que je disais juste avant, il y a cette question de l'omnicanalité qui intervient, de la convergence entre ce qui va être magasin physique, mais aussi le digital, en fait, les plateformes e-commerce qui se développent, les réseaux sociaux par la suite aussi. Et dans un dernier temps, en fait, une fois qu'on a compris que la data, c'est important, on se rend compte un peu qu'il y a un gros bazar quand même et que toutes les entreprises n'ont pas bien cleané ou organisé leurs données. Et c'est aussi tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à pouvoir utiliser des outils d'IA ou d'IA générative. C'est justement en amont de pouvoir organiser cette data via soit des clean rooms, mais aussi via une organisation interne des processus de travail et aussi de la donnée client. Maintenant, pour parler d'une vision un peu plus holistique, un peu plus internationale, il y a 3 choses à savoir. Donc, on a essayé de cibler aussi les marchés sur lesquels il y avait de l'intérêt pour le retail média. Donc, les États-Unis, là, je pense que je vous apprends rien, avec Amazon qui casse tout. C'est quand même un facteur qui est assez important vu le chiffre d'affaires et la part d'investissement qu'ils ont sur le retail média aux États-Unis. En Europe, on ne se situe pas trop mal. On a un taux de croissance qui a évolué x4 de 2024 à 2025. Donc on se positionne quand même bien. Et en Chine, on voit qu'il y a des acteurs comme Pinduoduo ou aussi plein d'autres comme Xiao Jinping, par exemple, je l'ai très mal prononcé, vous m'excuserez, mais qui montrent que, en fait, il y a un fort intérêt pour le retail média et ce, de façon internationale. Autre élément qui va être structurant pour le marché européen, c'est de voir qu'en fait, il y a de plus en plus d'acteurs
qui se mettent en place, qui développent des collaborations. C'est le cas par exemple de Carrefour Publicis qui ont créé Unlimitail. Donc là, pour avoir forcément une plateforme, une proposition de valeur qui est cohérente pour le marché européen et qui permet de mieux cibler les consommateurs, d'avoir une plateforme qui est propriétaire au moins en Europe, en France en tout cas. Zalando qui propose ZDMS par exemple avec des solutions de ciblage via l'IA. On va aborder après les sujets qui sont en lien avec l'IA qui sont super intéressants. Là encore, il y a beaucoup de choses à voir. On a Tesco Insight Platform aussi qui se crée. Donc là, c'est une solution publicitaire qui tend vers l'omnicanalisation de tout le processus de data et d'alignement avec la publicité. Super intéressant. Je vous conseille aussi d'aller voir sur Internet ce qu'il en est. Et Cdiscount aussi qui propose sa propre plateforme avec Cdiscount Advertising. Donc cas où là, il y a des nouveaux formats publicitaires qui se créent. On va voir par la suite, il n'y a pas que cela. Ah oui, c'est vrai, c'est par là. Chose qui est intéressante avec le retail média, c'est de voir que finalement, c'est une vision stratégique qui va tendre à se standardiser, que ce soit sur les formats, les mesures. À partir du moment où on voit qu'il y a des données qui volent de toutes parts, va falloir organiser un peu tout ça. C'est aussi pour ça qu'il y a des acteurs, donc on l'a vu comme des Amazon, qui vont proposer des plateformes dans lesquelles, finalement, vu qu'ils font partie des gros à organiser des grosses quantités de données, finalement, ils prennent de la place. On va le voir par la suite aussi. Il y a une question sur l'interopérabilité aussi des plateformes. En fait, à partir du moment où on travaille avec des agences de communication, des régies médias, des annonceurs, forcément, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de collaborer ensemble et ils n'ont pas forcément tous le même niveau sur les outils qu'ils utilisent et la même connaissance stratégique de la data. Dans ce cadre-là, forcément, l'IA générative intervient, l'IA aussi, IA pour le côté optimisation, structuration de la donnée, et IA générative pour pouvoir mieux comprendre en fait, toutes ces données-là et pouvoir les interpréter selon les formats qu'on aura désirés. Et dans un autre temps, cette standardisation, elle passe aussi par le fait que il y a une expansion du retail média hors site, en Connected TV aussi, où on a des publicités qui sont de plus en plus locales, où on a des acteurs aujourd'hui qui arrivent vraiment à cibler les consommateurs en fonction de leur géolocalisation, leur environnement contextuel. Et ça, c'est aussi des choses qui font toute la différence. Autre sujet que je n'ai pas mis ici et qui est assez intéressant, c'est celui du commerce social. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double balance qui se crée, une double tendance. Il y a à la fois des plateformes sociales qui tendent à devenir des places de marché, mais on a aussi des retailers qui tendent à socialiser leurs plateformes et à adopter des codes de vente qui appartiennent aux réseaux sociaux. Je ne l'ai pas mis dans cette présentation, mais vous pourrez aller regarder le dernier rapport commerce social qu'on a travaillé avec l'équipe Insight du Hub Institute. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes que vous pouvez aller regarder. Dans ce contexte, on voit aussi qu'il y a des plateformes qui se rendent plus accessibles. J'en ai parlé juste avant avec Amazon, qui est un gros acteur sur le sujet. Ils ont lancé Retail Ad Service il n'y a pas longtemps, en 2025, et qui leur permet justement d'avoir une technologie publicitaire qui est assez puissante. Forcément, c'est un acteur donc, qui a des grosses parts de marché. On le voit en 2025. Aux États-Unis, en Amérique du Nord notamment, ils ont quand même un peu plus de 2/3 du marché sur le truc, ce qui est assez énorme. Et en fait, dans ce contexte-là, ça laisse pas de la place à tout le monde. Donc il y a quand même des acteurs qui se battent pour les restes du marché. Donc, Walmart notamment aussi, qui est un peu plus, qui est mieux positionné, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont laissés sur le côté. Et du coup, pour répondre à cette problématique de, en fait, il y a Amazon qui est en train de tout manger en ce moment, il y a des collaborations qui se créent, que ce soit aux États-Unis sur la gauche ou en France à droite. On l'a vu avec Unlimitail, mais il y a d'autres acteurs aussi qui mettent en place des stratégies. Et finalement, tout ça, ça fait que il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de collaborations, il y a beaucoup de plateformes. Donc on peut se dire que c'est un peu la pagaille. Quand même, on ne va pas se le cacher, c'est un peu la pagaille. Et cette pagaille, elle est due aussi à la fragmentation des données, des nouveaux KPI, des nouvelles mesures qui se mettent en place. Et dans ce contexte-là, on a vu la standardisation juste avant. Cette standardisation-là, c'est un processus en fait qui est en train de se mettre en place parce que justement, il faut pouvoir rationaliser tous les outils qu'on a, rationaliser aussi les différentes mesures qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, quand on le voit avec le référentiel commun qui a été mis en place en 2024, il y a des définitions qui ont intérêt en tout cas à être
à être clarifiées, comme l'incrémentalité, donc tout ce qui concerne l'A/B testing, mais aussi le attention l'accent, return on ad spend, voilà, avec le ROAS. Donc c'est des thématiques forcément qui intéressent tout le monde. Et dans ce cadre-là, quelque chose qui va être très structurant pour le retail et son futur, c'est l'évolution des Retail Media Networks. Donc juste poser la question, Retail Media Networks, en levant la main, c'est, comment dire, tout le monde est familier avec ce terme ou pas du tout? Ok, pas vraiment, mais ok, on va essayer de clarifier. Mais en gros, il y a plusieurs typologies de Retail Media Networks. On va parler de typologies qui sont soit en lien avec les activations publicitaires qui sont mises en place par les retailers, par les agences. Donc ça peut être des réseaux de retail média en lien par exemple qu'avec la télévision, ou alors qu'en lien avec l'off-site, qu'en lien avec le social media. Et ça peut aussi être des typologies de réseaux de retail média qui se mettent en place, mais là selon les acteurs. Donc si c'est des pure players, si c'est des acteurs, des retailers, il y a plein de réseaux qui se créent. Je vous laisserai découvrir aussi dans les prochains rapports qu'on va sortir ces précisions-là. Donc, dans ce contexte, forcément, ça pose une tendance qui est celle de la plateformisation du retail média. Donc, ça fait qu'on a un nouveau modèle publicitaire qui se met en place, de par le fait qu'on arrive à monétiser des audiences et qu'on puisse les mettre en vente par rapport à des marques, à des annonceurs. On a aussi le contexte donc, de la multicanalité, donc de comment on arrive à gérer des campagnes avec une multitude de touchpoints qui ne cessent de grandir. Toujours cette question de la donnée en temps réel, et ça c'est un sujet qui est ultra important, surtout à l'heure de l'IA, à partir du moment où aujourd'hui on a des outils qui sont en capacité de nous donner des insights ultra précis et de manière très réactive, pourquoi ne pas en profiter ? Autre élément qui est aussi important, c'est la question de la collaboration, d'où la question des Retail Media Networks et des collaborations qui se mettent en place aussi entre les acteurs. C'est pas pour rien, c'est que l'union fait la force, et justement il y a plein d'acteurs qui justement tendent à mutualiser leurs données pour justement créer de la valeur, créer plus de valeur même, je dirais. Et dans ce contexte, il y a aussi les plateformes ouvertes qui là, forcément c'est un modèle publicitaire aussi qui permet à tout le monde d'y trouver son compte, et où là on va vraiment chercher à simplifier l'achat, l'analyse des données, l'analyse des campagnes, et justement pour faire en sorte que ces dernières puissent performer du mieux possible. Toujours sur la question des canaux publicitaires qui se développent, il y en a une multitude, il y en a plein. C'est une question qui apparaît pour tous les annonceurs aujourd'hui, que ce soit sur la publicité en télévision, par exemple, où là on arrive à faire des spots déclinables qui sont de plus en plus précis et qui arrivent à toucher les consommateurs au plus près de leur contexte. On a aussi les plateformes de self-service pilotées par l'IA. Donc ça, pareil pour la gestion de data qui est assez structurante. Le magasin, c'est aussi un touchpoint qu'on n'oublie pas. Même s'il y a beaucoup de digital, il y a beaucoup d'évolutions sur les réseaux sociaux, ça reste un canal qui est priorisé, je crois on l'avait vu ce matin, mais par toujours au moins un Français sur deux. Donc c'est toujours un média qui reste intéressant. La personnalisation grâce à l'IA générative, ça on est obligé d'en parler. On a des outils qui émergent tous les jours, il y en a qui sont plus stratégiques que d'autres. Mais le travail qui se fait en ce moment est toujours assez intéressant de voir comment ces outils évoluent. Et forcément, tous les outils qui concernent la mesure des performances publicitaires restent quand même assez intéressants. Donc tous ces outils, toutes ces plateformes, toutes ces données, tous ces consommateurs, on se demande quand même, est-ce que c'est toujours la pagaille ? Et c'est plus compliqué que ça. On ne va pas dire oui, on ne va pas dire non, on peut dire les deux en fait. Parce que d'un côté, forcément, il y a tout cet écosystème de données qui apparaît, de nouvelles plateformes, mais il y a aussi plein de plateformes IA génératives qui émergent, ce qu'on se disait. Donc, Emmanuel, Vivier, Vincent Ducret, si vous m'entendez, je vous jure qu'on essaye de regarder tous les outils au quotidien et de les bencher du mieux possible pour pouvoir les mettre à disposition et à connaissance des décideurs. Mais du coup, il y a ces outils qui émergent, soit en termes de plateformes unifiées, de ciblage, de personnalisation, de publicité vidéo et streaming, publicité in-store aussi adaptative, mais aussi des alliances qui se créent. Donc en fait, on voit qu'il y a du mouvement. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que donc, non, il y a plein d'outils qui émergent, mais oui, ça permet aussi d'unifier un peu plus la pagaille parce que forcément, c'est des outils qui permettent de toucher au plus près les consommateurs. Juste en profiter pour boire un petit verre d'eau parce que je suis asséché. Désolé.
Et, ok, d'accord, il me reste un peu de temps. Et un élément qui est assez intéressant en termes de personnalisation publicitaire, c'est ce qu'on appelle la Dynamic Creative Optimization. Donc là, c'est vraiment développer des campagnes publicitaires qui vont réussir à toucher le consommateur de manière assez personnalisée. On le voit par exemple avec une campagne qui a été proposée par les îles Caïmans. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un spot TV où en fait, à partir des données de localisation de l'acheteur, de l'utilisateur, du viewer de la pub, en fait, ça permet de personnaliser un peu plus la publicité en fonction de là où il est. Et donc, forcément, ça, en termes d'incrémentalité aussi, ça joue vachement sur la conversion avec l'acte d'achat. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais très récemment, Netflix déjà en train de tester aussi a le projet en tout cas de tester des publicités, que ce soit sur sa plateforme, là où on peut sélectionner les films, les séries, mais aussi à l'intérieur des films et des séries. Et là, il y a un concept que je trouve assez intéressant, deux concepts même, qui sont développés par des chercheuses en sciences de l'information qui appartiennent au GRIPIC, donc qui est rattaché à la Sorbonne. Et c'est les concepts de publicitarité et de dépublicitarisation. Hyperpublicitarité, c'est pour dire qu'on a des marques qui tendent à développer de plus en plus de campagnes, de plus en plus de publicités, et forcément qui se rendent très visibles auprès des consommateurs. On l'a vu ces dernières années, il y a quand même beaucoup de consommateurs en France et à l'international qui n'aiment pas forcément être confrontés à la publicité, d'autant plus quand elles sont en train de pratiquer des activités culturelles ou qu'elles sont en train de regarder du divertissement. Et il y a aussi le concept de dépublicitarisation. Donc les chercheuses, je n'ai pas cité, pardon, mais c'est Caroline Marty et Karine Berthelot-Guillet qui travaillent au CELSA sur ces sujets-là. Et le concept de dépublicitarisation, lui, il est intéressant parce que du coup, c'est une stratégie publicitaire qui vise à maquiller la publicité dans un écosystème social donné. Et en fait, on voit qu'avec Netflix, c'est exactement ce qui se passe dans la mesure où elles pourront maquiller ou afficher des produits au sein des films, des séries. Je ne sais pas si vous avez vu la série Peaky Blinders, mais on voit quand même le personnage principal fumer cigarette sur cigarette. Donc forcément, en termes de consommation et de présence à l'esprit, c'est assez marquant. Et je pense qu'il y a plein d'autres cas qu'on pourrait voir, je ne sais pas, par exemple dans le tourisme avec The White Lotus, avec des produits, des serviettes, des crèmes. En tout cas, peut-être que les retailers ont quelque chose à jouer là-dessus. Et du coup, peut-être qu'il y a un moment donné, on va se dire, ouf, c'est un peu moins la pagaille. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une vision stratégique qui s'est développée ces dernières années, qui est celle du commerce média. Très simplement, en gros, on a une vision à la base qui est celle du retail média. Donc retail média qui est vraiment essayer de cadrer l'ensemble des opportunités de communication publicitaire des retailers dans leur écosystème propre pour essayer de convertir l'acte d'achat auprès de leurs consommateurs en direct. Et le commerce média, là, c'est une vision qui va beaucoup plus loin. Là où avant, on avait, en termes de marketing, une approche qui était beaucoup plus objectif, produit, là, avec le commerce média, on est beaucoup plus dans une approche qui est sur l'ensemble du parcours client et qui vise finalement à comprendre et à interconnecter toutes les données et tout l'écosystème de consommation du client pour être sûr de rien louper et d'optimiser au mieux la publicité. C'est ça le commerce média. Et dans ce contexte-là, on voit qu'il y a des partenariats qui se créent. Donc on l'a vu précédemment. Par exemple, il y a Leclerc aussi qui a collaboré avec Criteo. Il y a Mohegan qui a fait un partenariat avec LiveRamp, donc dans cet objectif d'écosystémiser un peu son scope publicitaire. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que il y a des entreprises comme Bunnings, par exemple, qui est un magasin de bricolage australien, qui lui développe sa propre plateforme et on voit que ils ont quand même de sacrées performances en termes de publicité, de nombre de visites mensuelles. Et ça, ils le font via un écosystème propriétaire, donc qui est Hammer Media. Donc, autre tendance qui se dessine dans ce contexte de passage du retail média au commerce média, là où la donnée est quand même assez structurante, c'est de voir que les géants du secteur, eux aussi, commencent à adopter des stratégies où la data est au centre de leurs objectifs afin de justement pouvoir développer des stratégies avec des données propriétaires, mieux intégrer l'IA aussi dans leur écosystème de développement de campagne et avoir des mesures qui sont beaucoup plus précises. Donc si je devais résumer un peu sur ce qui se passe avec les retailers, les magasins aussi aujourd'hui, c'est de voir que en fait, ils deviennent en tout cas vraiment des
des centres médiatiques, des environnements dans lesquels la technologie permet justement d'aller plus loin en termes d'expérience client, en termes de tendance de consommation, que ce soit avec l'IA pour la personnalisation par exemple, que ce soit pour l'optimisation des campagnes, pour l'exploitation des données propriétaires de première main aussi, le fait que à partir du moment où ils ont toute la donnée déjà clé en main, pourquoi ne pas l'utiliser de manière exponentielle avec la multitude d'outils qui existent aujourd'hui. Et le troisième élément qui me semble assez important aussi, c'est la question des boucles fermées, là où en fait finalement les retailers, grâce à leur écosystème médiatique, vont pouvoir vraiment comprendre si les publicités qu'ils proposent à leurs clients sont pertinentes, d'autant plus dans un monde où il y a quand même une multitude de facteurs qui peuvent changer les habitudes de consommation, ou du moins changer la manière dont un consommateur va acheter. Ça peut être la couleur, ça peut être le branding, ça peut être l'expérience. Mais en tout cas, maintenant, on est en mesure de pouvoir proposer des expériences publicitaires dans lesquelles on a de vraies mesures. Et pour finir, pour clôturer un peu sur les cas d'usage, les campagnes qui se développent, il y a plein d'acteurs aussi qui l'ont déjà compris que en fait, ce passage du retail média au commerce média, ça vient finalement répondre à cet enjeu de l'omnicanalité, de l'omnicanalisation qui était déjà présente il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est rendu possible et il y a plein d'activations maintenant qui sont interconnectables et dans lesquelles en fait, on peut dessiner des stratégies qui deviennent de plus en plus pertinentes. Donc, je pourrais vous envoyer la présentation sans problème, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des activations. Et dans ce contexte-là, voilà ce qu'il faut retenir sur la tendance du passage du retail média vers le commerce média. C'est de voir qu'avant, on avait vraiment un modèle où on avait les publicités, donc l'écosystème publicitaire du retailer, des marques, qui étaient dans un cadre qui était propriétaire. On avait des data shoppers aussi qui leur appartenaient et qui pouvaient utiliser. On avait un objectif qui était beaucoup plus centré sur le produit. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, on passe beaucoup plus sur une vision qui est le commerce média. Donc cette vision-là qui est rendue possible grâce à la technologie, à la maturité qu'on a sur les outils liés aux data et à leurs mesures. Et du coup, finalement, qui nous permettent vraiment de définir un parcours client qui est optimal, optimisé, qui est stabilisé, on va dire. Et pour résumer, ce sera la fin de la présentation, finalement, avant, on pouvait dire que c'était la pagaille. Aujourd'hui, bon, il y a l'IA qui essaye de régler tout ça, c'est bien, mais il y a tellement d'outils qui émergent que c'est encore un peu la pagaille. Hein. Et finalement, on se dit que demain, la pagaille va se transformer en quelque chose qui est beaucoup plus stable, organisé grâce à un engagement client qu'on aura vraiment réussi à définir comme omnicanal. Et ça, c'est grâce au commerce média et à l'IA. Et si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vais rester disponible dans la salle pour pouvoir vous en parler plus précisément parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est la pagaille, il y avait plein de choses à définir. Donc j'espère pouvoir mieux répondre à vos questions par la suite. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.